La porte grinça comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des décennies. En vérité, elle ne l'avait pas été. Du moins, pas par moi. Je sortis lentement, la lumière vive frappant mes yeux plus fort que prévu. Le gardien acquiesça sans un mot. Je ne lui rendis pas mon hochement de tête. Après 20 ans derrière les barreaux, il ne restait plus rien à reconnaître. Juste l'air. Le silence. Et le poids du passé qui s'accrochait encore à mes os comme du fer froid. Je m'appelle Héloïse Farnsworth. J'ai 78 ans. Aujourd'hui, je suis sortie de la prison de Grayson Valley avec un sac plastique rempli de mes affaires, quelques photos froissées et un passé dont personne n'osait me parler. On dit que la prison vieillit 2 fois plus vite. C'est peut-être vrai. Mes genoux sont plus faibles, mes yeux plus lents, et mes cheveux autrefois d'un noir de jais sont maintenant argentés et fins. Mais si quelqu'un me trouve fragile, il se trompe lourdement. Je n'étais pas censé rentrer. Je n'étais pas censé revoir le ciel. Pas vraiment. J'étais condamné à perpétuité. Mais le temps joue des tours. On oublie. Il y a des recours. Et maintenant, 20 ans plus tard, ils m'ont laissé partir. Non pas parce qu'ils m'avaient pardonné. Mais à cause d'une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Je n'ai pas tué mon mari. Mais je n'étais pas non plus innocent. C'était le 17 juillet 2005, la nuit où tout a commencé, la nuit où le monde a cru que j'étais devenu un meurtrier. À l'époque, je vivais dans une grande maison coloniale en bordure de Juniper Falls, dans le Tennessee. Nous avions un terrain, un vrai terrain. Un jardin que j'entretenais avec amour. Une balancelle sur le porche où je me berçais pour m'endormir les nuits humides d'été. Et un homme que je croyais connaître. Franklin Farnsworth a été mon mari pendant 41 ans. La ville l'admirait, il dirigeait la scierie, siégeait au conseil paroissial, affichait toujours un large sourire, ferme comme un homme qui n'a rien à cacher. Mais à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de ce mariage, c'était une autre histoire. Ma fille, Joëlle, ne venait pas souvent nous rendre visite à l'époque. Elle trouvait que nous étions trop vieux jeu. Mais je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas voir les bleus. Je pense qu'au fond, elle le savait. Elle ne voulait juste pas savoir. Les gens me demandent ce que j'ai fait ce soir-là. Ils veulent le côté croustillant, le sang, la confession, le cri. Mais la vraie histoire? C'est plus lent que ça. Plus calme. Ça a commencé avec une bouteille de bourbon. Sa voix, pâteuse et colérique. Un verre brisé. Et puis, le silence. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais vu dans ses yeux avant sa chute. Je ne leur ai jamais dit ce qu'il murmurait quand il pensait que je ne l'entendais pas. C'est ce côté-là que j'ai gardé en moi toutes ces années. Ils ont dit que je l'avais poussé. Que je voulais son argent. Que j'avais craqué. Mais aucun d'eux n'était au courant pour la femme de Charleston. Ni pour le 2e prêt immobilier que je n'avais jamais signé. Ni pour le coffre-fort derrière le tableau dans son bureau, rempli d'argent liquide et de billets à aller simples. Ils n'ont vu qu'un corps et une femme aux mains tremblantes. Ce n'est pas moi qui ai appelé les secours. C'est Joëlle qui s'est présentée à l'improviste le lendemain matin pour le brunch du dimanche, celui qu'elle zappait toujours. Elle m'a trouvé sur le sol, à côté de son corps. Je lui ai dit que j'avais trébuché. Qu'il s'était cogné la tête contre la cheminée. Elle a hoché la tête. Puis elle m'a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Ne t'inquiète pas, maman. Tu es mieux sans lui. Et pourtant, quand la police l'a interrogée, elle n'a rien dit. Elle a dit que j'avais été distante. Froide. Elle a dit qu'elle nous avait entendus nous disputer la semaine précédente. Elle a dit que j'avais parlé de mon sentiment d'être « piégé ». Ils ont utilisé ce mot contre moi. Piégé. Alors ils m'ont mis dans un autre genre de piège. 20 ans. Et pas une seule fois. Pas une seule fois Joëlle est venu me rendre visite. Mais devinez qui se tenait là quand je suis sortie de ces portes ce matin? Avec un rouge à lèvres frais. Une nouvelle voiture. Et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Salut, maman, dit-elle, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Tu as l'air en pleine forme. J'ai hoché la tête. Toi aussi. Elle a attrapé mon sac comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas été enterré vivant pendant qu'elle se construisait une nouvelle vie. Je n'ai pas posé de questions. Pas encore. Elle pense que je rentre à la maison avec elle.
Elle pense que je suis vieux, fatigué, brisé. Peut-être que oui. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est ce que j'ai trouvé dans les murs de cette prison. Ce dont je me souviens. Ce que j'ose avant. Je suis peut-être sorti, mais mon histoire n'est pas terminée. Et la vérité? Le réel vérité? Cela commence ce soir. Joël nous a conduits en silence pendant la majeure partie du trajet. Sa Lexus sentait la rose et le cuir propre, poli, intentionnel. Elle n'arrêtait pas de me regarder comme si elle doutait de mon existence. Je n'ai pas dit grand-chose. J'étais trop occupée à regarder ses mains sur le volant. Des ongles parfaits. Une bague en diamant. La même que Franklin portait à son petit doigt, maintenant redimensionnée et à son doigt. Un héritage familial, comme elle l'avait dit autrefois. Mais elle ne lui a jamais appartenu. Elle arriva dans un quartier appelé Hollow-Pinet. Fermé. Neuf. Des maisons flambant neuves avec des pelouses impeccables et de faux volets. « C'est ici que tu vis ?» ai-je demandé. « Non, dit-elle rapidement. C'est ici tu vas, j'y ai fait rénover la suite d'amis. Douche à l'italienne. Lit moelleux. Même une petite télé. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par la fenêtre un flamant rose en plastique dans le jardin. Elle a interprété mon silence comme de la gratitude. « Maman, je sais que ça n'a pas été facile. J'étais jeune. Je ne savais pas comment aider à l'époque. » Je la regardais. « Tu avais 29 ans, Joël. » Ses mains se crispèrent sur le volant. « On ne fait pas ça, d'accord? Tu es chez toi maintenant. Tu es en sécurité. C'est ça qui compte. » Mais je n'étais pas chez moi. Et je n'étais certainement pas en sécurité. Ce soir-là, j'étais assise dans la chambre d'amis, les yeux rivés au plafond. Je n'ai pas déballé mes affaires. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste écouté. Des voix s'élevèrent du couloir. Celle de Joël et de quelqu'un d'autre. Un homme. Riant doucement, puis étouffé. Un enfant ricanant au loin. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait une fille. Pas une seule fois en 20 ans. J'aurais dû ressentir de la joie. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'entrer dans une pièce où tout le monde connaissait déjà son texte, et je n'avais pas ma place sur scène. Puis je l'ai entendue. Elle ne s'en souvient pas, ma puce. Ne t'inquiète pas. Elle est trop vieille pour causer des problèmes. La voix de Joël. Je me suis figée. J'ai collé mon oreille au mur. Elle est là parce que je n'ai pas pu refuser la commission des libérations conditionnelles, murmura-t-elle. Et si elle se souvient de quoi que ce soit, eh bien, je m'en chargerai. Elle n'est plus assez forte pour se battre. Elle avait tort. Tellement faux. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je suis sortie respirer. Le jardin était artificiel. Pas d'abeilles. Pas de papillons. Juste des fleurs trop parfaites pour être vraies. J'avais une nostalgie de mes vieux hortensias. Des mauvaises herbes que j'arrachais à la main. De la vraie terre. Joël est apparue avec 2 tasses de thé, comme si elle n'avait pas dit qu'elle s'occuperait de moi. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. « Si, mentis-je. Mais j'ai fait un rêve vraiment étrange. » Oh! J'ai rêvé que j'ouvrais le coffre-fort de Franklin. Sa main s'arrêta au milieu d'une gorgée. J'ai rêvé qu'il n'était pas vide comme on le disait. Qu'il y avait des lettres. Des photos. Des preuves. Elle sourit, mais ses lèvres tressaillirent. C'était il y a 20 ans, maman. Ce coffre-fort a été brûlé après l'enquête. Il n'y a plus que des cendres. MMH, dis-je en sirotant lentement. C'est étrange ce que l'esprit se souvient après tout ce temps. Elle se leva rapidement. Je dois emmener Ellie à l'école. Je reviens bientôt. Ellie. C'était donc son nom. Dès que la porte s'est fermée, je suis allée dans son bureau. J'avais vu Joël s'arrêter devant cette pièce, la garder fermée à clé sauf si elle était seule. Mais en prison, on apprend à voir ce qu'on ne veut pas qu'on voit. Le double des clés était collé sous le vase. Comme au bon vieux temps. J'ai ouvert le tiroir de gauche. Facture. Relevé de prêt hypothécaire. Une vie dont on ne m'avait jamais parlé. Puis je l'ai vu. Un dossier rouge étiqueté. Planification successorale Franklin F. Mon cœur battait fort.
À l'intérieur se trouvaient des copies de l'acte original de notre propriété à Juniper Falls. Sauf que ce n'était plus à mon nom. Il avait été transféré, il y a 6 semaines avant la mort de Franklin. À Joël. Je me suis assis, le froid me pénétrant les os. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas allé en prison parce que j'étais coupable. J'étais allé en prison parce que quelqu'un avait besoin de moi. Joël ne m'a pas simplement abandonné. Elle a orchestré toute l'affaire. Et maintenant que j'étais de retour, elle avait peur. Parce qu'au fond, elle se souvenait de ce que j'avais vu cette nuit-là. Et pire, je m'en souviens aussi. J'étais assis seul dans le bureau, tenant encore les papiers de l'acte dans mes mains tremblantes. Il y a 20 ans, on m'avait dit que Franklin n'avait jamais modifié son testament. Que tout me serait revenu s'il n'était pas tombé. Mais ces documents disaient le contraire. 6 semaines avant sa mort, il avait transféré la propriété de l'intégralité de la succession à Joël. Pourquoi ? Pourquoi un homme qui m'a frappé, trompé et caché de l'argent dans des coffres-forts remettrait-il soudainement tout à notre fille ? À moins qu'il ne l'ait pas fait. À moins que Joël ne l'ait falsifié. Ou pire, à moins qu'elle fait qu'il le fasse. Cette nuit de 2005 m'est revenue en morceaux, comme de vieilles photos que j'avais enfouies dans un tiroir et oubliées. Il pleuvait. Franklin était rentré tard du club de lecture, ce qui, j'avais toujours su, n'était qu'une rencontre avec sa maîtresse au motel près de la route 9. Il ne sentait même pas le bourbon ce soir-là. Il sentait le propre. Le frais. Comme s'il avait pris une douche ailleurs. Il a laissé tomber une pile de papiers sur la table de la cuisine et m'a dit de les signer. De nouveaux documents de fiducie, a-t-il dit. Je ne posais pas de questions. J'avais arrêté depuis des années. Mais quand j'ai regardé les papiers, je me suis arrêté. Pourquoi Joël est-elle citée comme principale ? Demandai-je à voix basse. Franklin ne répondit pas. Il me fixa simplement du regard, comme si j'avais dépassé les bornes. Tu ne vas pas bien, Ellie, dit-il soudain d'une voix douce mais teintée de venin. Tu oublies des choses. Tu es perdue. Je pense qu'il est temps de commencer à planifier, avant qu'il n'arrive quelque chose. Quelque chose en moi s'est brisé. Je fais ta lessive, je prépare tes repas, je couvre tes dégâts depuis 40 ans, ai-je dit. Ne me parle pas comme si j'étais un fardeau. C'est à ce moment-là qu'il s'est rapproché. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Peur. Pas en moi. Dans lui. Il avait peur. De ce que je savais. De ce que je pouvais dire. De ce que j'ai peut-être déjà trouvé. Il a levé la main cette nuit-là, mais j'ai attrapé le pichet en verre avant qu'il ne puisse me toucher. Il a glissé. Il a heurté la cheminée. Le reste. La police a parlé d'homicide involontaire. Joël a parlé de mobile. J'ai appelé ça la survie. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, je me retrouvais face à des preuves que je n'avais pas à l'époque. Joël n'était pas la fille effrayée qui protégeait sa mère. Elle était l'architecte. Et Franklin, il était la marionnette. Plus tard dans l'après-midi, Joël revint avec Ellie. Une petite fille au visage doux, aux boucles comme les miennes et aux yeux trop sages pour son âge. C'est ta grand-mère, chérie, dit Joël en forçant un sourire. Ellie cligna des yeux. Je te croyais mort. J'ai ricané. Presque, ma puce. Mais pas tout à fait. Joël rit trop fort et entraîna Ellie vers la cuisine. Je l'ai suivie, m'appuyant sur ma canne juste assez pour paraître frêle. J'ai regardé Joël couper soigneusement des pommes pour le goûter d'Ellie, comme je le faisais pour elle. Ellie leva les yeux vers moi. Tu as des histoires à raconter ? Oh, j'ai plein d'histoires, ai-je dit. Mais certaines sont un peu effrayantes. J'aime ce qui fait peur, murmura-t-elle. J'ai souri. Bien. Parce que ce que j'allais faire ensuite n'était pas pour les âmes sensibles. Cette nuit-là, une fois endormie, je suis retournée au bureau. Cette fois, j'avais apporté un vieux téléphone jetable que j'avais caché dans la doublure de mon manteau. Un cadeau d'un ami en prison. Je l'avais gardé tout ce temps, non pas parce que j'en avais besoin à l'époque, mais parce que je savais j'y en aurais besoin un jour. J'ai pris des photos de chaque document que j'ai trouvé. L'acte de propriété. Un prêt d'une société au nom de Franklin, avec la signature de Joël. Un virement bancaire sur un compte aux îles Caïmans. Joël détournait de l'argent bien avant l'enquête.
Bien avant mon procès. Elle ne voulait pas seulement ma liberté. Elle voulait tout. Mais le véritable tournant est survenu lorsque j'ai découvert le vieux coffre-fort derrière la bibliothèque. Il ressemblait à s'y méprendre à celui que Franklin avait conservé dans notre maison de Juniper Falls. La clé, bien sûr, était toujours collée sous le tiroir. Toujours les mêmes vieilles astuces. À l'intérieur, un ensemble de lettres de Franklin à une personne nommée M. Pas une maîtresse. Un avocat. Un testament au nom signé. Et un enregistrement vocal. Sur une petite cassette. J'ai ressorti un lecteur poussiéreux du placard de rangement de Joël. Cliquez sur lecture. La voix de Franklin résonna, rauque, urgente. S'il m'arrive quelque chose, vérifie le coffre-fort. Joël insiste beaucoup. Elle veut prendre le contrôle du domaine. Je pense qu'elle a falsifié mon nom. Si tu trouves ça, ce n'est pas d'Héloïse que tu dois t'inquiéter. C'est de Joël. Ma fille. Que Dieu me vienne en aide. Je suis resté assis en silence jusqu'à la fin de la bande. Franklin n'était pas innocent. Mais il savait que quelque chose n'allait pas. Et Joël avait enterré toute trace de cela. Jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, Joël a remarqué que le coffre-fort n'était pas à sa place. Tu cherchais quelque chose, maman? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Juste quelques vieux fantômes. Elle sourit, mais ses yeux se rétrécirent. Faites attention, dit-elle doucement. Tu n'es plus aussi fort qu'avant. Non, ai-je acquiescé. Je suis plus forte maintenant. J'ai survécu à l'enfer. Elle rit. Et tu vas faire quoi? Écrire une lettre? Passer un coup de fil? Les gens sont passés à autre chose. Je me suis penchée, assez près pour sentir le shampoing aux agrumes dans ses cheveux. Chérie, murmurai-je, je n'appelle personne. Pause. Il regarde déjà. Le lendemain matin, Joël était à nouveau tout sourire, comme si l'air ne s'était pas épaissi de tension la nuit précédente. Elle préparait des crêpes en fredonnant un air que je ne connaissais pas. Ellie était assise au comptoir en pyjama, balançant ses pieds et sirotant un jus. Tout semblait parfait. Mais je savais que ce n'était pas le cas. En prison, j'ai appris à lire les gens comme dans les livres. Le tic dans la mâchoire de Joël. La tension dans ses épaules. Son rire un peu trop fort. Elle tournoyait, vite, et les gens comme elle ne souriaient largement que lorsqu'ils s'efforçaient de brouiller les pistes. Elle n'était pas au courant pour la cassette. Elle ne savait pas que je l'avais postée la veille. À un nom qu'elle a définitivement oublié, Carla Monroe, l'ancien assistant juridique de Franklin, celui qui a mystérieusement déménagé en Arkansas une semaine après les funérailles. Celui dont Joël a affirmé qu'il ne savait rien, lors de son témoignage. Il s'avère que Carla a tout gardé. Et Carla me le devait. Flashback, 2006, prison de Grayson Valley, salle de visite. Une jeune femme aux lunettes de soleil surdimensionnées était assise en face de moi. Nerveuse. Ses mains tremblaient lorsqu'elle me tendit une feuille de papier pliée. « Je ne peux pas le dire sous serment, » murmura-t-elle. « Mais je voulais que tu saches qu'il allait tout te léguer à nouveau. Il me l'a dit. Il a dit qu'il revenait à la normale. » Les gardes ont demandé l'arrêt. J'ai été évacuée précipitamment. Je n'ai plus jamais revu Carla. Jusqu'à hier, quand j'ai appelé le numéro qu'elle avait griffonné au bas de cette page, et ça fonctionnait toujours. « Ellie ?» dit-elle, reconnaissant instantanément ma voix. « Dis-moi quoi faire. »« Je t'ai envoyé quelque chose, ai-je dit. Fais des copies. Et ne fais confiance à personne. » De retour dans le présent, Joël a frappé à ma porte cet après-midi-là, tenant une robe lavande dans une main et des clés de voiture dans l'autre. On sort. Un petit brunch avec quelques fidèles. J'ai pensé que ça te ferait du bien d'être vu. Vu. Elle voulait dire regarder. J'ai hoché la tête et je me suis habillée. Mais pas avant d'avoir glissé ma clé USB, contenant mes documents numérisés, dans la poche latérale de mon sac. Le brunch avait lieu dans un endroit branché, où tout le monde avait l'air d'auditionner pour une émission de télé-réalité. Coiffure trop parfaite, conversation trop bruyante. Joël m'a fait défiler comme un accessoire. Voici ma mère, Héloïse. Elle vient de sortir, de sa retraite. Tu imagines qu'elle a 78 ans? Ils ont tous ri.
Mais une femme, grande et au regard perçant, ne rit pas. Elle s'appelait Tamara. Elle se pencha vers moi pendant le dessert et dit doucement: « Je me souviens de votre affaire. J'étais dans l'équipe juridique du journal local. Il y avait quelque chose qui clochait. » Joël a rapidement redirigé la conversation. Mais Tamara m'a tendu sa carte sous la table. Un clin d'œil. « Si jamais tu veux parler. » De retour dans la voiture, le sourire de Joël s'est brisé. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » « Rien d'important, ai-je dit. On partageait juste un gâteau. » Elle n'a rien dit pendant le reste du trajet, mais je pouvais la sentir se défaire. Elle commençait à comprendre. Je n'étais pas la vieille femme qu'elle pensait pouvoir faire taire. Ce soir-là, j'ai appelé Tamara. Elle se souvenait de tout, les finances instables de Franklin, les documents manquants, les dossiers scellés que Joël avait réclamés au tribunal. « Héloïse, dit-elle, si tu es prête à entrer en bourse, je t'aiderai. Mais il te faut un vrai levier. Des documents. Des noms. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas manipuler. » Je l'avais déjà. Mais j'avais besoin de plus. Parce que je ne recherchais pas seulement la justice. Je voulais qu'Ellie soit protégée. Le lendemain, Joël est parti pour un rendez-vous au spa. Je savais qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Probablement un avocat. Ou peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider à faire disparaître certains dossiers. Ce qui m'a donné juste assez de temps. J'ai attrapé le coffre-fort caché dans le bureau et la main d'Ellie dans la mienne. « Viens, ma puce, dis-je. On part pour une petite aventure. »« Au parc ?» demanda-t-elle. « Au palais de justice. » Le greffier des archives du comté se souvenait de moi, comme tout le monde à Juniper Falls. Les petites villes n'oublient jamais les scandales, surtout ceux qui font couler du sang et des rumeurs. J'ai demandé l'ancien dossier. Les pièces étaient encore scellées. Mais l'homme derrière le bureau m'a lancé un regard noir. « Tu ne méritais pas ce qu'ils t'ont fait, » a-t-il dit. « Je vais faire comme si j'avais laissé tomber ça dans la photocopieuse. » Quelques minutes plus tard, j'avais des copies complètes de l'affidavit de Joël, du testament modifié, et plus important encore, du tampon de date prouvant que le transfert de succession avait été déposé point après la mort de Franklin. Falsification. Parjure. Fraude. Tout ça, dans mon sac à main. Au moment où nous sommes rentrés à la maison, Joël nous attendait sur le porche, les bras croisés. « Où étais-tu » Ellie la dépassa en sautillant. Grand-mère m'a emmenée au tribunal. C'était génial. Son visage s'est vidé de toute couleur. Je suis passé devant elle calmement. « Ne t'inquiète pas, » ai-je dit. J'avais juste besoin de vérifier quelques points. Après tout, je suis resté dans l'ignorance pendant 20 ans. Je ne voudrais pas faire de suppositions. Joël m'a suivi à l'intérieur. Elle a claqué la porte. « Que fais-tu » ? « Je fais le ménage, » dis-je simplement. En commençant par les fantômes. Ses mains tremblaient. Bien. Elle avait peur maintenant. Mais pas assez effrayée. C'est étrange de voir comment quelqu'un peut vous ressembler autant et être néanmoins votre ennemi. Ce soir-là, Joël prépara un ragoût. Le genre qu'elle me réclamait enfant, celui que je préparais seulement le dimanche. Elle ne parla pas du tribunal. Ni du dossier maintenant caché derrière une planche mal fixée sous le plancher de la chambre d'amis. Au lieu de cela, elle m'a servi un bol avec un sourire tremblant. « Tu dois être fatigué après avoir couru avec Ellie. » Je l'ai regardé servir ma portion en premier. Sa main tremblait juste assez pour que je le remarque. « Merci, » dis-je sans toucher ma cuillère. « Ça sent bon. » Elle s'arrêta. « Bien sûr que oui. C'est ta recette. » Je lui ai souri en retour. « Non. Ce n'est pas ça. Tu as mis de la cannelle dedans. Je n'ai jamais fait ça. » Son visage est resté vide pendant une demi-seconde. Puis elle rit trop fort. Je suppose que je deviens créative. J'ai hoché la tête. Mais même. Je n'ai pas mangé. Elle non plus. À minuit, j'étais encore éveillée. Je n'arrêtais pas de penser à ce dernier bol de ragoût partagé avec Franklin. Comme il avait brûlé en avalant. Comme il avait souri quand je m'étais étouffée, disant que j'exagérais. Comme il disait toujours ça quand je pleurais. Les nausées. Les étourdissements. Et maintenant ça. Elle n'a pas essayé de m'empoisonner.
Pas encore. Mais elle voulait voir si je mangerais sans poser de questions. Elle testait les os. J'ai attendu 2 jours de plus avant de mettre mon plan à exécution. J'ai dit à Joël que je devais rendre visite à ma vieille amie Mildred à Juniper Falls. Juste pour dire au revoir à la maison, une dernière fois. Joël fronça les sourcils. Ce n'est pas une bonne idée. Elle est vendue. Je sais. Mais je veux juste rester à la porte. Elle marqua une pause, réfléchissant. D'accord. Je conduis. Non, ai-je dit. J'aimerais prendre le bus. Tu as du travail, non? Elle sourit, soulagée. Oui. Une réunion. Je suppose que ça me convient. J'ai embrassé Ellie pour lui dire au revoir, la tenant plus longtemps que je n'aurais dû. Joël nous regardait, indéchiffrable. Dis à ta maman que je vais lui apporter une surprise, murmurai-je. Mais je ne suis pas allée à Juniper Falls. Je suis allée directement au cabinet d'avocat de Tamara. Carla Monroe attendait déjà. Ils avaient tout imprimé, organisé et filigrané. Les faux documents de succession. L'enregistrement vocal. Le dossier de preuves scellé de 2005, décelé grâce à de nouvelles lois de l'État permettant aux victimes de rouvrir des dossiers impliquant des maltraitances envers les personnes âgées. Et maintenant, tout droit sorti du tribunal du comté. Un affidavit récemment soumis listant Joël comme suspecte dans une enquête pour fraude financière liée à la fiducie de Franklin. Elle a dû remplir de nouveaux documents après mon retour à la maison, s'efforçant de cacher la trace écrite. Mais nous les avons trouvés en premier. Tamara se pencha en avant. On peut d'abord aller voir la presse, puis le parquet. Ça va être horrible, Héloïse. Je sais, dis-je. Mais j'ai déjà 20 ans. Je n'ai plus rien à perdre. De retour à la maison, Joël m'a accueilli à bras ouverts. J'ai fait ton préféré, dit-elle. Un crumble aux pêches. C'est gentil, répondis-je en posant mon sac. Tu en as gardé pour toi. Elle hésita. C'était une réponse suffisante. J'ai souri, j'ai pris une petite bouchée, puis je me suis levée. Je pense que je vais aller me reposer maintenant. Elle cligna des yeux. Tu n'as pas faim? Étrangement, non. Cette nuit-là, elle s'est glissée dans ma chambre alors qu'elle pensait que je dormais. J'ai senti ses doigts entrer dans mon sac à main. Elle sentit son immobilité lorsqu'elle réalisa que la clé USB avait disparu. Je suis restée immobile. Je n'ai pas respiré. Elle s'est retirée en silence. Le matin, elle a servi du café comme si de rien n'était. Mais ses mains ne cessaient de trembler. Elle le savait. Et je savais qu'elle savait. J'ai reçu un appel cet après-midi. La voix de Tamara était sombre. Elle a déplacé les fonds. Elle a vidé le compte des îles Caïmans. Carla ajouta, on a l'enregistrement. Ça suffit. Elle est finie. Je m'assis lentement, le cœur battant. Pas parce que Joël gagnait. Mais parce qu'elle paniquait. Et les gens paniqués font des choses imprudentes. Au coucher du soleil, j'ai dit à Joël que nous devions parler. Elle m'a rencontré sur le porche arrière, les bras croisés. Je sais ce que vous faites, dis-je. Et la loi aussi. J'ai l'enregistrement. Le testament. Les relevés bancaires. Elle s'est moquée. Personne ne te croira. Tu es un ancien détenu. Et tu es un faussaire. Un menteur. Et bientôt, un criminel. Elle s'approcha, le visage s'assombrissant. Tu penses que tu peux me prendre, Ellie? Je n'ai rien dit. Ses yeux brillaient. Tu n'as pas la force. Puis elle a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu te souviens de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, maman? Je la regardais fixement. Tu as trébuché, dit-elle froidement. Oui. Mais avant, tu dites-moi. Tu m'as demandé de t'aider. Tu m'as supplié de cacher le dossier. Tu étais reconnaissant. Mon sang s'est glacé. Elle avait tout tordu. Elle a transformé ma douleur en permission. Et j'ai réalisé quelque chose d'encore plus sombre. Joël ne m'avait pas simplement laissé aller en prison. Elle recherchait il. Elle appréciait le pouvoir. Je me suis levée lentement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis peut-être vieux, dis-je, mais j'ai encore plus de combativité en moi que tu n'en as jamais eu dans ta vie.
Son visage s'est déformé en un masque de haine. Et puis, elle m'a giflé. Dur. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement levé les yeux et dit « Merci ». Elle cligna des yeux. Quoi? J'ai fait un signe de tête en direction de la clôture. Souriez à la caméra. Elle se retourna et vit le détective. Les voisins. Tamara. L'assistante sociale. Tout le monde regarde. Tous les tournages. Tous entendent chaque mot. Au début, Joël n'a pas dit un mot. Elle se tenait figée sur le porche, la paume toujours levée, les yeux passant de moi, aux voisins derrière la clôture, au détective brandissant son badge. Tamara s'avança, calme et posée. Joël Farnsworth, nous avons des raisons de croire que vous avez commis plusieurs chefs d'accusation de fraude successorale, de parjure et d'entrave à la justice dans l'affaire du décès de Franklin Farnsworth. Vous avez le droit de garder le silence. Non, aboya Joël, la voix tremblante. Non, c'est de la folie. C'est ma maison. C'est une criminelle. Elle, je suis allée en prison. L'inspecteur n'a pas bronché. Et maintenant, c'est son témoignage et la voix de Franklin qui nous amènent ici aujourd'hui. Joël se tourna alors vers moi, le regard hagard. Tu m'as piégé. Non, dis-je doucement. Tu t'es mise toi-même minot. Il y a 20 ans. L'assistante sociale, une jeune femme nommée Robin, les contourna et leur demanda doucement. Ellie est-elle à l'intérieur? J'ai hoché la tête. Elle est entrée et est ressortie 2 minutes plus tard, tenant la main d'Ellie. Ma petite fille avait l'air confuse et effrayée. Maman, que se passe-t-il? Joël tendit la main, mais Robin tira doucement Ellie en arrière. On veut juste s'assurer que tout va bien, ma puce. Joël s'est précipité. C'est alors que le détective est intervenu. Madame, n'aggravez pas la situation. Joël se figea en plein mouvement. Ses mains retombèrent le long de son corps. Sa respiration se transforma en halètement bref et superficiel. J'ai tout fait pour elle, dit-elle, les yeux rivés sur Ellie. Je construis ça. Tu ne sais pas ce que c'était après sa mort. Je n'avais plus rien. Plus rien. Parce que tu m'as tout pris, dis-je en m'avançant. Et tu m'as laissé un portable et un numéro en guise de nom. Sa tête se tourna brusquement vers moi. Tu ne mérites pas de sympathie. Tu étais faible. Laissé, il t'a traité comme ça. Tu l'as caché. Et quand il est mort, enfin, tu as voulu faire semblant d'être innocente. Je n'ai pas cligné des yeux. Et ils l'ont emmené cette nuit-là. Menotté. Sangloté. Des menaces, des promesses et des vérités déformées ont été criées jusqu'à ce que le croiseur s'éloigne et que le silence remplisse le porche. Robin se tenait tranquillement à côté d'Ellie, sa main posée de manière protectrice sur l'épaule de l'enfant. Ellie s'est tournée vers moi. Maman va aller en prison? J'ai dégluti. Pour un petit moment, ma puce. Elle fronça les sourcils. Est-ce qu'elle reviendra? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Ellie baissa les yeux. Puis, je peux rester avec toi. Robin a répondu à ma place. On veillera à ce que tu sois avec quelqu'un qui t'aime. Et pour l'instant, on dirait ta grand-mère. Les jours qui suivirent passèrent vite. Le visage de Joël a fait la une des journaux locaux en quelques heures. Une femme de la région arrêtée dans une affaire de fraude choquante liée à une condamnation injustifiée vieille de 20 ans. Des gens dont je n'avais plus de nouvelles depuis des décennies ont commencé à m'appeler. D'anciens voisins, des paroissiennes. Même un ancien compagnon de beuverie de Franklin. Il a appelé en pleurs, disant qu'il avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais qu'il ne savait pas comment s'exprimer. Il était trop tard pour que leur culpabilité ait de l'importance. Mais il n'était pas trop tard pour la vérité. Tamara m'a aidé à déposer la requête officielle en annulation de ma condamnation. Carla a soumis des déclarations sous serment. Et Ellie est restée près de moi, silencieuse, confuse, mais lentement, prudemment, confiante. Un soir, je me trouvais dans la cuisine en train de remuer un vrai ragoût, ma recette, sans cannelle. Ellie était assise à table, ses crayons à papier à la main, et dessinait une maison avec une balançoire et des tournesols. « Maman dit que tu cultivais des fleurs, » dit-elle doucement. « Oui, répondis-je. De toutes les couleurs imaginables. On peut en cultiver aussi. » J'ai souri.
On l'est déjà. Puis vint l'appel téléphonique. Héloïse. C'était Tamara. Tu dois t'asseoir. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que c'est? Le juge l'a signé. Votre casier judiciaire est effacé. Vous êtes libre, complètement. Je me suis assis durement. Pas parce que j'étais surpris, mais parce que la liberté après tout ce temps ressemble à du chagrin à l'envers. Le lendemain matin, je suis retourné à Juniper Falls pour la première fois depuis 2 décennies. La maison était vide maintenant, la peinture défraîchie, le jardin sauvage et négligé. Mais la balançoire du porche était toujours là. Rouillée, mais intacte. Ellie est montée à côté de moi. C'est ici que tu vivais avec grand-père? J'ai hoché la tête. Depuis longtemps. Était-il gentil? J'ai marqué une pause. Pas toujours. Mais il m'a donné toi, par ta mère. Et ça vaut la peine de s'en souvenir. Elle appuya sa tête contre mon épaule. Elle te manque? Tous les jours, ai-je dit. Même maintenant. Plus tard, nous avons traversé le jardin. Je me suis arrêtée près d'un vieux carré de terre où je plantais mes hortensias. La terre était dure et craquelée, mais je me suis agenouillée et j'ai creusé à main nue. Ellie rit. Grand-mère, il nous faut une pelle. On va utiliser nos mains pour l'instant, dis-je. Parfois, les meilleures choses naissent de la terre. Elle a creusé à côté de moi. Ensemble, nous avons planté quelque chose de nouveau. Je n'aurais jamais pensé que je serais en vie pour voir mon nom blanchi. J'avais passé tellement de temps à être un numéro, à être la femme qui a tué son mari. Même après le coup de marteau et l'annulation de la sentence, je me réveillais encore à 4 heures du matin, attendant le bruit des clés sur le métal, l'allumage des lumières dans une cellule froide. Il faut du temps pour apprendre à respirer sans peur. Pour franchir sa propre porte et se sentir à sa place. Mais j'essayais. Et Ellie? Elle aidait. Nous avons quitté la maison de Joël 2 semaines après son arrestation. Les autorités avaient gelé ses comptes. Tamara avait prévenu qu'un long procès l'attendait. Peut-être même des poursuites fédérales si la fraude successorale était liée à des opérations bancaires interétatiques. Mais je ne voulais pas assister à la chute de Joël. J'avais déjà perdu assez d'années à cause de ces mensonges. Je voulais construire quelque chose de nouveau. J'ai donc utilisé une partie des fonds de restitution de l'État ainsi qu'un vieux compte épargne que ma sœur Beth avait discrètement conservé à mon nom pour acheter une petite maison jaune au bord de White Creek. Rien de luxueux. Juste 2 chambres, un jardin clôturé et une véranda grillagée avec suffisamment d'espace pour 2 rocking chairs. Ellie a choisi sa chambre dès que nous sommes entrés. Celui-ci est à moi, dit-elle en jetant son petit sac à dos par terre. Je la laisse le garder. Son assistante sociale lui rendait souvent visite. Tamara aussi. Et Mildred venait avec une tarte tous les dimanches, faisant comme si 20 ans ne s'étaient pas écoulés depuis notre dernière tasse de café. Ils avaient tous de bonnes intentions. Mais il y avait encore des moments où je ne pouvais pas parler. Des moments où j'ouvrais un tiroir et j'oubliais ce que je cherchais. Où je me surprenais à plier des serviettes comme on le faisait en prison, à la manière militaire. Et je m'effondrais sur place dans la buanderie. Le traumatisme ne disparaît pas poliment. Il persiste. Mais Ellie savait toujours quand me sortir de là. Grand-mère, m'a-t-elle dit un soir en se glissant dans mon lit. As-tu d'autres histoires? J'ai hoché la tête. Des milliers. Même les plus dures. J'ai hésité. Oui, murmurai-je. Surtout les plus difficiles. L'une de ces histoires difficiles s'est produite lorsque je suis entrée dans la bibliothèque publique de Juniper Falls une semaine plus tard et que j'ai découvert mon propre visage sur un mur, crime notable dans l'histoire du comté. J'étais là, une photo floue, un éclairage intense, des mots comme meurtre et conviction en dessous. Aucune mise à jour. Aucune correction. Aucune justice. Je l'ai regardé pendant un long moment. Ensuite, j'ai demandé le réalisateur. Elle s'appelait Sarah Penn. Jeune. Polie. Nerveuse lorsqu'elle a réalisé qui j'étais. Je suis vraiment désolée, dit-elle. C'est tiré d'une vieille exposition, on n'aurait jamais cru. Tu n'aurais jamais pensé que je reviendrais, ai-je terminé pour elle. Elle hocha la tête, honteuse. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je demandé? Bien sûr.
Puis-je le remplacer? Ses sourcils se haussèrent. Avec quoi? Avec la vérité. Un mois plus tard, la bibliothèque a inauguré une nouvelle section. La vérité révélée, l'histoire d'Héloïse Farnsworth. Photo de l'affaire. Déclaration du juge. Et au centre, une boîte en verre contenant la cassette contenant le dernier message de Franklin. La ville est venue le voir. Certaines personnes ont pleuré. Certains se sont excusés. D'autres me regardaient simplement, ne sachant pas comment regarder une femme qui était devenue à la fois un fantôme et une légende vivante. Je n'ai pas pris la parole lors de l'inauguration. Mais je me suis tenue à côté d'Ellie, qui a murmuré « Je suis fière de toi ». Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai cru avoir mérité ces mots. Plus tard dans la semaine, une lettre est arrivée à la maison. Aucune adresse de retour. Je l'ai ouvert lentement, sachant ce que j'allais trouver. L'écriture de Joël. Oblique. Froid. En colère, même sur le papier. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es heureux. Mais sache que je dirai tout à Ellie quand elle sera assez grande. Tu ne peux pas te cacher éternellement. J'ai regardé les mots pendant un long moment. Puis je me suis dirigée vers la cheminée et j'ai jeté la lettre dedans. Ellie entra dans la pièce un instant plus tard. C'était des conneries? Fume, c'est tout, ai-je dit. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être conservées. Cette nuit-là, j'ai retiré la dernière boîte de l'étagère du haut de mon placard. À l'intérieur, les anciennes étiquettes militaires de Franklin, mon alliance et une photo de Joël quand elle avait 6 ans. Nous étions heureux autrefois. Avant qu'il ne devienne cruel. Avant qu'elle ne devienne froide. J'ai placé la photo sur ma table de nuit. Pas comme un souvenir. Mais pour rappel, même l'amour peut être manipulé. Et le silence? Cela ne m'a jamais protégé. Une année s'est écoulée. Comme ça. Le printemps laissa place à l'été. Le rire d'Ellie emplissait la cuisine presque tous les matins. Mes mains, autrefois calleuses à force de corvée en prison, connaissaient désormais le poids moelleux des croûtes à tarte, des graines et des petites tresses des cheveux d'une petite fille. Nous n'étions pas guéris, mais nous guérissions. Et cela, j'ai appris, est suffisant. Joël attendait toujours son procès. Ses avocats avaient tout essayé, des accords de plaidoyer, des dossiers scellés, et même de me blâmer à nouveau. Mais cette fois, j'avais la vérité. Et le monde entier m'écoutait. Je n'ai jamais témoigné devant le tribunal. Je n'en avais pas besoin. Les preuves parlaient plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Et Ellie? Elle était tenue à l'écart de tout. Tamara y veillait. Pas de murmure au tribunal, pas de flash de journalistes. Juste la paix. La stabilité. Projet scolaire et cahier de coloriage. L'État m'a finalement accordé la tutelle légale complète. Joël a essayé de lutter contre cela depuis derrière les barreaux. Mais même sa fureur ne pouvait pas changer ce qui était écrit noir sur blanc. Joël Farnsworth a sciemment falsifié des documents juridiques, orchestré un faux récit et exploité la vulnérabilité de sa mère à des fins financières. C'était fini. Et pour une fois, la justice n'est pas venue par des murmures ou des prières. Il est venu avec de l'encre et un seau. Un après-midi tranquille, Ellie et moi étions assis sous le grand arbre derrière notre maison jaune. Elle avait un carnet sur les genoux, griffonnant une histoire. Je regardais la brise soulever ses cheveux et pensais à tout ce qu'elle ignorait encore. « Maman était différente, hein ?» demanda-t-elle, les yeux toujours rivés sur la page. J'ai hoché la tête. Nous sommes tous différents dans le temps. Est-ce qu'elle reviendra? Un jour. Peut-être. Est-ce qu'elle sera gentille alors? Je n'avais pas de réponse. Alors je lui ai dit ce que je savais. Tu n'es pas ce qu'elle a fait. Et tu n'es pas ce que j'ai perdu. Tu es seulement ce que tu choisis de devenir. Elle hocha la tête, pensive au-delà de son âge. Puis, grand-mère. Oui. Je veux écrire des histoires. Sur des femmes comme vous. J'ai ri, retenant mes larmes. Alors, écris la vérité. Même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche et j'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à Franklin, à sa mort pleine de secrets. J'ai pensé à Joël et à la façon dont elle vivait selon ses principes.
Et je me considérais non pas comme la victime, ni comme la prisonnière, mais comme la femme qui leur avait survécu à tous les deux. J'avais rédigé mon testament ce matin-là. J'avais laissé la maison à Ellie. Mes petites économies. Le jardin. Mais plus important encore, j'ai écrit une lettre, je l'ai scellée dans une boîte avec tout ce que Joël a essayé d'effacer. Mon histoire. Celui qu'elle a enterré. Celui que j'ai déterré, morceau par morceau. Alors un jour, quand Ellie sera plus grande, elle comprendra exactement qui était sa grand-mère. Pas une femme qui a assassiné. Pas une femme qui a couru. Une femme qui rose. Avant d'aller me coucher, je me tenais devant l'évier de la cuisine, en train de rincer les pinceaux d'Ellie. On frappa à la porte. Mildred encore, oubliant probablement son sac à main. Mais ce n'était pas Mildred. C'était une femme que je ne reconnaissais pas. Fin de la trentaine. Sourire nerveux. Une petite fille se cache derrière ses jambes. Désolée de vous déranger, dit la femme. Êtes-vous Héloïse Farnsworth? Je suis. J'ai lu un article sur toi dans le journal. Ma mère. Elle est en maison de retraite maintenant. On dit qu'elle est troublée. Mais je crois que quelque chose ne va pas. Elle n'arrête pas de dire que quelqu'un lui a volé sa maison. Mon cœur s'est arrêté. La même histoire. Chapitre différent. J'ai ouvert la porte plus largement. Entrez, dis-je. On va trouver une solution. C'est ainsi que tout a commencé. La nouvelle s'est répandue. Des femmes m'appelaient. Certaines chuchotaient dans des cabines téléphoniques. D'autres pleuraient dans des voitures garées. D'autres encore me demandaient simplement de les écouter. Alors j'ai écouté. Et finalement, j'ai construit quelque chose. La fondation du porche ouvert. Un lieu où les femmes, surtout les plus âgées, pouvaient s'exprimer. Pouvaient demander de l'aide. Pouvaient se battre pour ce qui leur appartenait. Personne d'autre ne viendrait nous sauver. Alors nous nous sauverions les uns les autres. Et maintenant, nous y sommes. Ellie et moi, côte à côte, arrosons le jardin chaque matin. Elle est plus grande maintenant. Plus affûtée. Mais toujours aussi douce, comme les filles devraient l'être. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas avoir fait les choses différemment. Et je leur dis la vérité. Si je n'étais jamais allée en prison, je n'aurais jamais connu la force de me relever. Et si Joël n'avait pas essayé de m'enterrer, je n'aurais jamais fleuri.